Bonjour à tous et merci d'assister à notre présentation. On va peut-être commencer juste par la présentation de nous-mêmes pour commencer. Donc moi, je suis Florence Chapin, je suis conseil en propriété industrielle. J'ai la spécialité marque et dessin et modèle. Je suis basée au cabinet Novagraph qui est à Bordeaux et j'ai aussi une spécialité en droit viticole du fait de la situation géographique entre autres. Et du coup, je laisse Mathieu se présenter avant d'aller plus avant sur la profession. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je suis ingénieur brevet et je suis basé à Paris dans la branche Novagraph de Paris et je suis spécialisé en chimie. J'ai une formation scientifique. Donc, avant toute chose, on va peut-être introduire le métier de conseil en propriété industrielle parce que c'est vrai que ça peut être assez obscur quand on dit qu'on est CPI. Les gens ne voient pas toujours ce qu'on est exactement. Donc, un conseil en propriété industrielle ou CPI, c'est un professionnel du droit qui, au terme de plusieurs années d'expérience en cabinet, passe un examen professionnel de qualification auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI en France. Et à la suite de la réussite de cet examen, on obtient le titre de CPI et on a le droit, du coup, de représenter nos clients devant les offices. Donc, en France, l'INPI et l'EIPO, l'Office européen de la propriété industrielle. On est spécialisé, pour ma part, en tout cas, en droit des marques et des dessins et modèles, et pour Mathieu, en brevet. Donc, on connaît sur le bout des doigts, a priori, les fondements juridiques attachés à ces matières, mais aussi, surtout, les usages et les pratiques de ces domaines, aussi bien au niveau national qu'international. Notre examen comporte une grosse partie sur le droit international, donc on se doit de connaître ces règles-là aussi. Et la particularité de cette profession, c'est qu'elle réunit les professionnels de deux origines, donc les ingénieurs pour les brevets ayant une formation scientifique et les juristes en droit des marques et dessins et modèles qui ont une formation donc en droit. Tous les CPI sont inscrits sur une liste officielle et publique et mise à jour tous les ans par l'INPI. Cette liste comporte pour chacun la mention brevet, marque ou les deux pour ceux qui ont la double casquette. Et ça dépend de la qualification d'origine aussi. Et seules les personnes qui sont inscrites sur cette liste peuvent exercer en tant que conseil en pays. Et le conseil en pays, quel est son rôle du coup? C'est d'accompagner aussi bien les particuliers que les entreprises dans leur stratégie de protection et de défense de leur création. Donc les créations esthétiques, ça va être les dessins et modèles, ça va être les marques, et aussi dans les inventions, donc pour les brevets. C'est la seule profession qui est dédiée à la constitution et à la défense de droits de propriété industrielle et intellectuelle. Et juste pour avoir une petite notion chiffrée, en France, il y a moins de 1100 conseils en propriété industrielle quand il y a plus de 70 000 avocats. Pour commencer, on va faire un bref tour sur ce qu'est un brevet et ce qu'est une marque et ensuite on reviendra sur le cœur de la présentation d'aujourd'hui qui est la contrefaçon et les manières de s'en prémunir. Donc ce qu'il faut savoir sur le brevet, c'est que ça protège une innovation technique, donc un produit ou un procédé qui représente la solution à un problème technique. Si vous avez un procédé par exemple pour la maturation du vin et qu'il présente un caractère innovatif, il faut envisager de le protéger. Et ce qu'il faut savoir sur le brevet, c'est que c'est un droit d'interdire. En fait, les offices euh, collectent vos connaissances, en fait, en échange de vos connaissances et au fait de participer à l'élaboration d'un domaine technique, ils vous donnent un droit de monopole pour une durée de 20 ans, ce qui vous permet en fait d'interdire aux entreprises concurrentes ou aux particuliers qui commettent des actes de contrefaçon d'arrêter par exemple la fabrication d'un produit. Et en fait, ce document, le brevet, a une valeur ajoutée pour les entreprises, tout comme pour les particuliers, parce qu'il a une valeur financière, entre autres parce qu'avec ce monopole, vous pouvez, en passant par l'interdiction de contrefaçon, euh, rembourser, en fait, capitaliser sur vos frais de recherche et de développement. Et puisqu'il s'agit d'un actif immatériel, vous pouvez en faire des licences ou le vendre lorsque vous n'en avez plus l'utilité. Et donc, pour obtenir un brevet, ce qu'il faut savoir, c'est que le simple fait de déposer une demande ne suffit pas. Ça va passer par un examen qui va s'intéresser à trois points clés, qui est la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Donc l'application industrielle, c'est le fait que ça puisse être utilisé en industrie notamment, mais donc les deux autres points clés qui sont la nouveauté et l'activité inventive,
Pour ça, il faut que votre innovation n'ait jamais été divulguée, que personne n'en ait connaissance ou que le dit produit ou le dit procédé soit pas disponible dans le commerce. Et donc, si vous remplissez ce premier critère, vous passez ensuite à l'activité inventive. Et donc là, on revient sur la notion de solution à un problème technique. Et donc, en fait, si votre innovation n'était pas évidente par rapport aux connaissances dont on dispose déjà, vous remplissez ce critère. Donc, s'il s'agit par exemple d'un procédé permettant de gérer l'humidité dans les caves pour la maturation du vin, si vous utilisez un système n'a jamais été conçu et que vous avez un apport technologique qui fait que ce n'était pas évident et que c'est la clé de l'innovation, alors vous pouvez arriver jusqu'à l'étape de délivrance et obtenir un titre. Ce qu'il faut savoir sur ce titre obtenu, c'est qu'il a une valeur territoriale. En effet, les brevets sont déposés auprès d'offices, comme ça a été mentionné tout à l'heure, et les offices vous offrent le monopole pour le territoire qu'ils couvrent, donc qui est soit un territoire national, soit une région géographique. Et dans la pratique, ce sont des considérations que vous avez le temps d'étudier, parce qu'en effet, généralement, vous déposez auprès d'un office, par exemple l'INPI, l'Office français, et en fait, vous disposez d'un délai d'1 an pour vous étendre à l'international. Ce qui fait que pendant 1 an, vous pouvez étudier le marché afin de déterminer les entreprises avec lesquelles vous souhaitez collaborer et qui souhaitent obtenir une production, par exemple, parce qu'ils ont aussi une part de clientèle en Espagne, par exemple. Et donc, vous avez le temps de construire votre stratégie. Et concernant le point que j'ai mentionné tout à l'heure sur la durée de vie d'un brevet, il faut savoir qu'un brevet, c'est une durée de vie de 20 ans à partir du moment où on paye les échéances annuelles, donc chaque année. Et ce qui vous donne aussi une certaine flexibilité, c'est qu'à partir du moment où un territoire ne vous intéresse plus, vous pouvez soit vendre le brevet, le céder, ou vous pouvez arrêter de payer ces taxes. Voilà, et le titre sera déchu simplement pour le territoire qui ne vous intéresse plus, puisque je le rappelle, un brevet n'est pertinent que pour un territoire. Donc vous pouvez constituer votre portefeuille et l'adapter en fonction de vos besoins au cours de la durée de vie de vos projets. Hop, et là, je vais te redonner la parole pour les marques. Hop. Donc maintenant, sujet tout aussi technique, les marques. Donc de prime abord, on visualise tous que c'est une marque parce qu'on vit entouré de marques. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un sait ce que c'est une marque, en fait, juridiquement ? On sait tout ce que c'est, on vit avec, mais on ne sait pas le définir. Et je ne vous en voudrais pas, parce qu'avant d'arriver à la fac, je ne le définissais pas non plus. Donc une marque, en fait, la marque de produit ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Donc cette définition, elle est beaucoup plus étendue dans l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce signe, donc la marque de produit ou de service, doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de protection de cette marque. C'est-à-dire que quand vous allez sur la base de données de l'INPI, par exemple, et que vous voyez une marque, vous devez être en mesure de voir la marque en question, savoir quel est le signe qui constitue la marque, qui en est le titulaire et quels sont les produits et services qui sont couverts. La marque peut prendre, comme j'ai tenté de le représenter de façon assez brève, plusieurs formes. Vous pouvez finalement déposer quasiment, sauf exception, tout ce que vous voulez à titre de marque. Ça peut être des mots du langage courant, Decathlon, qui est un mot du langage courant et une marque bien connue pour des articles de sport. Ça peut être un slogan, donc chez Nestlé, le président c'est bébé, bien manger c'est le début du bonheur, c'était président. Ça peut être un logo, donc le crocodile de Lacoste. Ça peut être un terme complètement inventé, ce qu'on appelle un néologisme, donc ça, Koukaï, Kodak, Restoroute. Ça peut être un chiffre ou une lettre, Z3 de BMW par exemple. Ça peut être un nom propre. Donc on en connaît quand même certains, Alain Ducasse, Louis Vuitton, Paul Jaboulet, Guigal et j'en passe. Ça peut être aussi la forme d'un produit, donc ce qu'on appelle une marque tridimensionnelle, la bouteille de Coca-Cola par exemple. Donc vous pouvez vraiment déposer tout type de signes à titre de marque. Et il y a ce qu'on appelle aussi les marques atypiques. Donc on en parlait avec un exposant il y a 5 minutes de ça, à peu près.
Vous avez Veuve Clicquot qui a déposé la couleur orange, qui a un monopole sur cette couleur orange pour le champagne. Donc ils ont déposé le Pantone parce que pour les couleurs, vous avez évidemment toute une déclinaison de tonalités qui sont référencées par des Pantones. Donc ce Pantone en particulier a été déposé par Veuve Clicquot. Vous avez aussi des marques sonores, donc le Rugissement du Lion de Metro-Goldwyn-Mayer. Ça peut être des jingles, par exemple le fameux petit son qu'on entend à l'ouverture de Windows, c'est un jingle qui a été déposé. Ça peut être une portée musicale. Il me semble, alors je ne sais plus si c'est Harley Davidson ou Ferrari qui a déposé le bruit du démarrage du moteur. Donc voilà, on peut déposer tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les marques de position. Donc là, on a une chaussure avec un H qui est positionné à un endroit particulier de la chaussure. Donc ça, c'est ce positionnement qui est déposé à titre de marque. Vous avez aussi les marques de mouvement. Donc Castrol avait déposé un logo animé. Donc là, malheureusement, on ne voit pas, mais en fait, on voit le logo qui tourne et qui vient se positionner. Je crois que la première marque de mouvement qui avait été déposée, ça devait être Twix, les 2 doigts coupe-fin. Vous avez des hologrammes aussi. Google a déposé un hologramme. Et beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile, ce sont les marques olfactives. Donc la seule marque olfactive, je crois, qui a pu être déposée, c'était l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour des balles de tennis. Toute la difficulté pour les marques olfactives, en fait, c'est de pouvoir fixer sur un support l'odeur sur le long terme. Et au-delà de ça, il y a aussi cet aspect très subjectif, en fait, ce que moi je vais attribuer comme étant l'odeur du pain chaud ou de la fraise mûre. Ça va pas être votre perception forcément, et c'est ce qu'on voit aussi quand on fait de la dégustation de vin, qu'on apprend la dégustation. Bon, a priori, on est tous censés sentir la même chose à la fin, mais notre perception va être différente. Donc les marques olfactives, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus délicat. Donc d'un point de vue un petit peu moins juridique et plus marketing, vous avez l'American Marketing Association qui a proposé une définition de la marque qui est la suivante. Une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur et à les différencier de la concurrence. Donc, ce qui signifie en gros que ce qu'il faut retenir de cette définition beaucoup plus marketing, c'est que les fonctions principales de la marque, c'est identifier le produit ou le service. 2, le différencier en communiquant auprès du consommateur l'avantage comparatif défini par l'entreprise qui détient la marque. Et enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'une marque, c'est un monopole, et c'est ce que disait Mathieu pour les brevets, finalement, c'est le droit d'interdire. Quand vous monopolisez une marque pour des produits ou services en particulier, vous êtes le seul à pouvoir l'exploiter. Et si d'autres l'exploitent, il faut votre autorisation. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la marque, pour une entreprise, c'est quand même un actif qui est inscrit au bilan et ça exprime une valeur, ça exprime un savoir-faire, une expertise, une histoire, un engagement, une caution. C'est vraiment l'identité de votre entreprise aussi. Donc, c'est très, très important. Maintenant, la question, comment on protège une marque ? Comme pour les brevets, c'est-à-dire que le simple acte de dépôt, c'est pas la protection. Votre marque n'est protégée qu'après son enregistrement par l'INPI ou l'office de pays concerné qui confirme la protection et qui officialise le dépôt après l'examen de votre dossier. Donc pour être déposée auprès de l'organisme compétent, notamment en France l'INPI, la marque doit répondre à 3 critères impératifs. C'est qu'elle doit être distinctive, qu'elle doit être licite et qu'elle doit être disponible. Donc distinctive. Distinctive, c'est... Pour vous imager un petit peu la représentation, c'est qu'il doit y avoir une certaine distance entre le signe que vous avez choisi et les activités que vous allez couvrir. Si demain vous exploitez des chaises, vous ne pouvez pas appeler votre marque chaise. Parce que chaise, c'est la désignation nécessaire de l'objet. Donc moi, j'ai un monopole sur chaise, ça veut dire que je dois empêcher tout le monde de pouvoir utiliser chaise. Et donc ça, c'est impossible. Il faut vraiment qu'il y ait une distance. Mais par exemple, vous avez Orange, qui est un terme du langage courant, mais qui est complètement distinctif pour des services de téléphonie. Donc Orange peut constituer une marque tout à fait distinctive. La marque, elle doit être licite, donc elle ne doit pas décevoir. C'est-à-dire que si votre marque comporte le terme bio et que votre produit ou votre service ne répond pas au cahier des charges de l'agriculture biologique, vous n'avez pas le droit de mettre bio dans votre marque.
De même, licite, elle ne doit pas être contraire à l'ordre public. Alors ça, des exemples, il n'y en a pas des milliers. Mais elle ne doit pas être contraire à l'ordre public. L'appréciation de l'ordre public étant assez subjective aussi, parce que ce qui va paraître vulgaire à certains ne va pas forcément l'être pour tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, la marque doit être disponible, donc elle ne doit pas avoir été déposée par un tiers. On n'a pas le droit de déposer la même marque que son voisin parce qu'elle nous plaît. Donc tout ça, en fait, ce sont les 3 critères impératifs. S'il en manque un, ça ne passe pas, le dépôt de marque ne passera pas. Petite illustration de marques qui ont été refusées. Par exemple, il y a eu un dépôt de marque lacto-free qui a été refusé parce que finalement, quand j'entends lacto-free, je pense que ce sont des produits qui ne contiennent pas de lactose, mais en fait pas du tout, c'est des produits qui contenaient du lactose, donc la marque était considérée comme trompeuse, donc elle n'a pas été acceptée à l'enregistrement. De même, si vous déposez une marque Château quelque chose et que ce n'est pas un vin d'appellation d'origine protégée, vous n'avez pas le droit d'exploiter le terme Château. On n'a pas le droit de déposer Château pour des vins de France. Et pour l'ordre public, alors un exemple assez récent et malheureux malgré tout, c'est qu'en janvier 2015, il y a eu une flopée de dépôts Je suis Charlie, et notamment pour des armes à feu, donc c'était de très bon goût. Et ça, l'INPI en fait a tranché dans le vif et a refusé tous les dépôts de Je suis Charlie, quel que soit l'objet du dépôt, pour contrariété aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Donc ça, c'est l'exemple le plus récent qu'on ait eu. Quoiqu'en ce moment, l'INPI aime bien aussi tout ce qui est référence à la drogue et au CBD, ça leur plaît pas du tout, donc ils émettent des refus à tour de bras. Mais on n'a pas trop de décisions qui soient terminées là-dessus. On a des dossiers en cours, mais pas de décision terminée. Ensuite, ce qui régit le dépôt de la marque, c'est la territorialité. C'est-à-dire que lorsque vous déposez une marque, c'est auprès d'un office en particulier. Donc si je dépose ma marque auprès de l'INPI en France, ma marque sera protégée en France. Si je la dépose auprès de l'Office de l'Union européenne, ma marque sera protégée en Union européenne. Vous pouvez faire des dépôts auprès de différents offices en s'attachant les services de mandataires, parce que les conseils en pays comme nous, il y en a dans tous les pays du monde où il y a du droit de la propriété industrielle. Donc si vous voulez faire un dépôt aux États-Unis, vous pouvez passer par un mandataire américain. On peut aussi faire un dépôt d'une marque dite internationale auprès de l'OMPI, donc l'Office mondial de la propriété intellectuelle qui est à Genève. Alors attention, marque internationale, ça ne veut pas dire marque mondiale. C'est pas parce que vous déposez que vous allez avoir une marque qui va couvrir le monde entier. C'est un système qui est très particulier parce qu'en fait, en déposant une marque internationale, vous ouvrez un droit d'entrée et vous désignez les pays qui vous intéressent, qui sont membres du système de la marque internationale. Vous payez une taxe par pays que vous désignez. C'est un système qui est plutôt avantageux d'un point de vue économique parce que ça revient beaucoup moins cher que de faire des dépôts dans chaque pays. C'est un système qui est assez flexible parce que tout au long de la vie de votre marque, vous pouvez ajouter des pays parce qu'au départ, vous n'exploitez pas dans tel ou tel pays. Et au bout de 5 ans, vous pouvez décider d'ajouter tel ou tel pays. Ou à contrario, au bout de 10 ans, au moment où vous allez renouveler votre marque, vous allez vous dire bah non, la Chine et la Colombie, finalement, je n'exploite plus, donc je ne vais pas renouveler dans ces pays-là. Donc c'est quand même assez flexible et économique, encore une fois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le principe de spécialité. Donc pour déposer une marque, il faut lister les produits et les services pour lesquels elle a vocation à être exploitée. Et ces produits et services, pour les déposer, il faut se référer à ce qu'on appelle la classification de Nice, qui résulte donc des arrangements de Nice. C'est une liste de 45 classes de produits et services qui visent chacun une catégorie en particulier. Donc par exemple, vous avez la classe 9 qui va viser les logiciels, les applications mobiles. La classe 33, les boissons alcoolisées. La classe 1, les engrais et les produits chimiques. La classe 7, les machines agricoles. La classe 5, les produits pharmaceutiques. La classe 43, les services de restauration. Bref, je ne vais pas toutes vous les faire. Attention, ça reste quelque chose d'assez administratif et il y a quand même des subtilités. Parce que, par exemple, la classe 33 vise, dans son intitulé, les boissons alcoolisées à l'exception des bières, car comme chacun sait, il n'y a pas d'alcool dans la bière, qui donc relève de la classe 32, les boissons non alcoolisées et les bières. Donc il y a des choses comme ça qui sont un peu surprenantes, mais il faut le savoir. Et du coup, ce système de classification va vous expliquer une chose, le principe de spécialité, c'est que vous avez certainement pensé à plusieurs marques qui sont identiques, mais qui coexistent. Donc l'exemple qu'on donne typiquement, c'est Montblanc qui vise les crèmes dessert, et Montblanc pour les stylos et les articles de luxe qui coexistent.
Vous avez aussi Lotus pour les voitures et pour le papier toilette ou pour les spéculoos. Donc en fait, toutes ces marques relèvent de catégories différentes. Elles ont aussi des logos différents parce que, évidemment, vous n'allez pas reproduire le même logo pour une activité complètement différente. Là, on va rentrer dans le cas de la contrefaçon. Donc c'est pas ça l'idée non plus. Attention aussi à quelque chose de très important et qu'on ignore souvent, c'est que quand on dépose une marque pour des produits et services en particulier, on ne peut plus étendre après le dépôt les produits et services, sinon ça serait beaucoup trop facile. Donc il faut viser dès le départ les produits et services que vous allez exploiter dans l'immédiat ou à court ou moyen terme. Vous pourrez toujours retirer des produits et services, c'est-à-dire que si vous déposez un petit peu trop de classe au départ et qu'au bout de 5-10 ans, vous vous rendez compte que vous en exploitez moins, vous pouvez en retirer, mais à aucun moment vous pouvez en ajouter. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper. Après, vous avez toujours la solution, effectivement, de multiplier les dépôts de marques, mais c'est pas ça l'idée non plus, parce qu'il faut les renouveler, donc ça coûte cher. C'est pas efficace. Vaut mieux une marque qui est bien déposée et qui vise ce que vous allez faire, plutôt que plusieurs marques qui vont pulluler ensemble. Vous allez oublier d'en renouveler une, ça va être la catastrophe. La marque, contrairement au brevet, elle est valable à vie. Mais sous réserve de la renouveler quand même tous les 10 ans et en s'acquittant des taxes correspondantes. Mais ça, c'est un des gros avantages de la marque, c'est que vous avez des marques extrêmement anciennes. Et là, encore une fois, le marché de l'occasion est beaucoup plus cher que le marché du neuf. Donc c'est très important. Une marque qui est ancienne a beaucoup de valeur. Pourquoi une marque a beaucoup de valeur ? J'avais eu un cas une fois où j'avais un client qui avait une vieille marque, un B stylisé. Alors en plus, avec les moyens de scan de l'époque, elle devait dater des années 40. Et il l'a renouvelée, il ne savait pas trop pourquoi en fait, mais il l'a gardée dans son portefeuille. Et un jour, on a été contacté par Baileys, donc la société qui fait la fameuse liqueur de café, dont le logo est un B aussi qui ressemblait étrangement à celui-là. Et je pense, on n'a jamais su pourquoi, parce qu'après c'est extrêmement confidentiel. Je pense qu'ils étaient dans une stratégie de valorisation de leur marque et du coup, ils nous ont contactés pour racheter la marque. Et donc, cette pauvre marque que le client renouvelait et qu'il avait envie d'abandonner peut-être parce qu'il n'avait plus envie de dépenser 500 € pour la renouveler pour 10 ans, il a revendu 20 000 €. Donc, c'était quand même pas négligeable d'avoir cette marque qui, du coup, a certainement servi dans une stratégie de valorisation de la marque. Donc, je vous ai schématisé aussi un petit peu le dépôt de la marque, la procédure d'enregistrement en France. Donc, la première étape, formalité de dépôt auprès de l'INPI. L'INPI examine le dépôt et vérifie donc les conditions de licéité, distinctivité, mais pas de disponibilité, parce que l'INPI ne fait pas de recherche. Donc, c'est-à-dire que si demain vous avez envie de déposer Coca-Cola, l'INPI va être ravi d'accepter votre dépôt parce que vous allez payer la taxe de dépôt et va être ravi de percevoir la taxe d'opposition de Coca-Cola derrière. Donc en fait, il n'y a pas de recherche d'antériorité. De même, quand vous déposez votre marque auprès de l'INPI, ne croyez pas que votre marque va être protégée parce que l'INPI, du coup, ne refusera pas les dépôts identiques ou similaires qui vont être faits par des tiers. C'est fait par certains offices dans le monde, en Chine, aux États-Unis, il y a des examens d'antériorité, mais en France et en Union européenne, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que la recherche de disponibilité avant de déposer la marque vous incombe et qu'on vous recommande fortement d'être accompagné dans cette démarche. Donc une fois que votre marque a passé l'étape 2 de l'examen, elle est publiée. Ça, c'est à peu près 4 à 6 semaines après le dépôt. Donc elle est publiée pour être portée à la connaissance des tiers et cette publication ouvre le fameux délai d'opposition. En France, il est de 2 mois. Donc les tiers qui sont intéressés ou qui surveillent leur marque, du coup, vont pouvoir former opposition contre votre marque. Et si tout se passe bien, que votre marque est tout à fait conforme, que vous avez fait une recherche avec un conseil compétent, que tout va bien, qu'elle est disponible, votre marque va être enregistrée environ 6 mois après le dépôt. Et là, c'est parti pour 10 ans. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on est ravi, on a sa marque, on a son brevet, on est content, on exploite. Et la rançon du succès, c'est la contrefaçon. Malheureusement. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la contrefaçon ? On a vaguement une idée de ce que c'est, parce qu'on en voit, on sait grosso modo ce que c'est. Donc, juridiquement, encore une fois, la contrefaçon, c'est une atteinte illicite aux droits du créateur ou de l'inventeur et une tromperie visant à créer une confusion entre le produit original et le produit contrefait. Et la contrefaçon, ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc la maroquinerie, les vêtements, les montres, tout ce que vous voulez. Mais ça ne touche pas que l'industrie du luxe non plus, parce que la contrefaçon s'attaque aussi à des objets dont l'utilisation peut se révéler quand même dangereuse, parce qu'on a des contrefaçons de pièces de rechange automobiles.
de produits électroménagers, de médicaments, de boissons alcoolisées, de produits alimentaires. Donc ça, c'est la partie quand même un peu plus inquiétante parce que de l'alcool frelaté, des cigarettes de contrebande et des médicaments qui, au mieux, sont inutiles, au pire, vous tuent, c'est quand même pas anodin. Donc c'est vraiment très important de lutter contre la contrefaçon. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'Union européenne, l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle a fait une estimation et estime que les produits contrefaits ou piratés représentent pas loin de 500 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à peu près à 2,5% du montant des importations mondiales. Et l'INPI, en 2016, a illustré cette petite statistique sur le secteur des vins et des alcools en Europe. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut exactement parce que je ne sais pas comment les chiffres ont été extraits. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais en tout cas, ces statistiques existent. Donc, vous avez un petit peu la représentation du poids de la production en Europe, donc 24 milliards d'euros pour les vins et 22 milliards pour les alcools. Les emplois que ça concerne, donc 120 000 emplois pour le vin, 54 000 pour les alcools, et les pertes que ça génère. 530 millions d'euros pour les vins, 740 millions d'euros pour les alcools, et les pays qui sont le plus touchés par la contrefaçon, donc en numéro 1 l'Espagne, et la France qui arrive quand même en 4e position. Donc la contrefaçon, c'est vraiment pas anodin. Donc la question, mais pourquoi la contrefaçon ? Donc, ce qu'il faut savoir sur les sources principales qui peuvent ce qui peut être la source de la contrefaçon, avant tout, il y a une demande de la part des consommateurs, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Les consommateurs veulent toujours des produits de qualité à des prix réduits ou des produits de marques connues à des prix réduits, ce qui génère une demande. Et qui dit demande, dit intérêt financier, donc en gros, pour faire simple, des personnes qui vont intentionnellement répondre à cette demande en soumettant des produits à des prix réduits. Et cela, ça s'explique parce qu'ils peuvent éviter d'avoir des frais en recherche et développement, puisqu'ils copient ce qui existe déjà. Il y a aussi des réductions au niveau des coûts en marketing, puisqu'ils s'appuient sur la publicité d'un produit connu qui peut passer par la télé, ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas besoin de le faire. Et les gens, lorsqu'ils passent en boutique ou sur Internet, ou peu importe la source pour se fournir le produit contrefaisant, peuvent acheter le prix à coût réduit. Et le concurrent met, qui met à disposition le produit va tout de même bénéficier d'une marge simplement parce qu'il aura économisé des coûts tout au long de la production. Il y a aussi le fait que dans certains pays, la législation est difficile à faire respecter ou est moins arrangeante que dans d'autres pays. Et cela peut avoir un faible effet dissuasif vis-à-vis des concurrents qui vont se permettre de prendre des risques vis-à-vis d'un potentiel litige lié à la contrefaçon. Il y a aussi, en 4e point clé, la facilité de fabrication. Parce qu'en effet, il peut parfois être facile sur certains produits de fabriquer un nombre conséquent de produits ou de mettre en place un produit, de mettre à disposition un produit en appliquant un logo très rapidement sur de nombreux produits. Ce qui parfois, donc comme ça a été mentionné tout à l'heure, se répercute sur la qualité avec des médicaments qui ne fonctionnent pas ou qui sont dangereux. Et donc c'est l'inconvénient principal du fait de fabriquer en grand nombre très rapidement au détriment du consommateur. Et pour reboucler sur le consommateur, il y a aussi le manque de connaissances et de conscience du consommateur, puisqu'en effet, les consommateurs ne sont pas tout à fait toujours capable d'identifier une contrefaçon. Si on prend une marque de luxe et que le logo est contrefait et qu'on le reconnaît, on peut se douter que c'est de la contrefaçon et tout de même décider de l'acheter. Mais lorsqu'il s'agit de la qualité d'un produit et que le logo n'est pas appliqué dessus parce que c'est juste un brevet et pas une marque, on peut, même en prenant le temps de lire la composition d'un shampoing, ne pas se rendre compte que c'est pas le shampoing originel, par exemple. Et donc, le consommateur, qu'il le fasse de manière consciente ou non, n'est de toute façon rarement conscient de l'impact social, économique et environnemental de se tourner vers les acteurs de la contrefaçon. Je veux bien que tu passes à la slide suivante.
Donc, si on s'intéresse à la contrefaçon, c'est surtout pour savoir comment s'en prémunir quand on est titulaire d'un droit. Donc, comme c'était marqué il y a quelques slides précédentes, il y a contrefaçon que si on est titulaire d'un droit, d'un titre de marque ou de brevet. Sinon, c'est simplement une copie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, lorsque, par exemple, un titulaire possède le brevet d'un produit, donc disons un vin particulier avec une composition particulière, il peut interdire à quiconque, donc on revient sur le droit d'interdire, la fabrication, l'offre de fabrication, donc s'il décide de sous-traiter, la mise dans le commerce du dit vin ou l'utilisation, ce qui est notamment gênant pour les consommateurs, par exemple dans le domaine de l'électronique, où on peut acheter un ordinateur, par exemple, et le fait d'utiliser le dit ordinateur peut être gênant. Il y a aussi l'importation, l'exportation, donc par exemple si le brevet couvre la France, le fait de faire venir le produit en France ou de faire partir le produit de France vers l'étranger. Donc le transbordement, ce qui par exemple consiste à produire un vin en Espagne pour le livrer en Allemagne, et le fait qu'il passe par le territoire français. Même s'il ne s'y arrête pas, on peut faire interdire cela si on est titulaire d'un brevet de produit. Et sinon, il y a la détention, donc le fait de stocker dans la perspective de commettre l'un des 16 autres actes de contrefaçon qui sont listés ici. Et s'il s'agit d'un brevet de procédé, vous pouvez interdire la mise en œuvre du procédé ou quelqu'un qui fait une offre de mise en œuvre, donc qui fait du prospect commercial en disant qu'il peut mettre en œuvre le procédé pour vous permettre, par exemple, d'améliorer la maturation de votre vin, si c'est un procédé de maturation, entre autres. Et si c'est un procédé qui débouche sur la création d'un produit, vous pouvez faire interdire, donc retourner sur les actes de contrefaçon vis-à-vis des produits, excepté la fabrication, mais elle est couverte par la mise en œuvre du procédé. Donc en fait, le fait de posséder des droits vous offre une couverture très large sur ce que vous pouvez interdire. Et si par exemple, la législation française est généreuse sur ce point-là, si il s'agit par exemple d'un procédé de maturation avec des fûts de chêne, en France, vous pouvez par exemple même interdire la livraison ou l'offre de livraison des 10 fûts de chêne si la personne qui les achète a pour perspective de mettre en œuvre le procédé. Donc le fait de collaborer ou de se rendre complice peut aussi être interdit. Donc ce qui vous permet, lorsque vous déposez des titres, de vous protéger sous tous les angles et d'avoir une protection plutôt solide vis-à-vis de la contrefaçon. Donc peut-être plus visible que pour les brevets, parce qu'on la rencontre plus souvent, elle nous frappe plus aussi, la contrefaçon de marque. Alors la première des choses, en fait, c'est que ne pas se protéger des actes de contrefaçon visant vos droits de marque, ça a pour conséquence de faire perdre à votre marque sa singularité, en fait, sa fonction principale qui est d'identifier vos produits, vos services et de les distinguer des autres entreprises. Déjà, en tolérant la contrefaçon, vous portez atteinte à l'image de votre marque, à l'image de votre société parce que vous ne contrôlez pas la qualité ni quoi que ce soit. Et ça contribue à ce qu'on appelle la dilution de la marque. Donc, du coup, ce qui constitue la contrefaçon, c'est la reproduction, l'usage, la position, la modification, même la suppression d'une marque en fait sur un produit ou un service. Bon, c'est un peu plus difficile de gommer sur un service, mais sur un produit, on va dire, qui sont désignés dans l'enregistrement de la marque, et ce, même s'il n'existe pas de risque de confusion. S'il existe un risque de confusion, évidemment, là, on n'en parle même pas. Là, vous avez par exemple une illustration. C'était une action qui avait été intentée par Adidas parce qu'on reconnaît bien les 3 bandes sur les manches des sweatshirts. Au-delà de ça, là, je pense qu'on a un parfait combo parce qu'on a aussi la reproduction des Tortues Ninja et de Looney Tunes. Donc, il y a une atteinte au droit d'auteur aussi, très certainement. Mais ce n'était pas dit dans la question, donc en tout cas, on se focalise sur Adidas. Après, vous avez une mini brique très reconnaissable mais dont le logo, en fait, il faut vraiment se pencher, faire attention, c'est écrit Leog et pas Lego. Donc là, on est vraiment dans le risque de confusion. Après, une autre illustration que j'ai trouvée, c'est Google pour du papier essuie-tout. Alors, je ne pense pas que Google, dans sa marque, ait visé du papier essuie-tout. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans le cas de Montblanc, c'est-à-dire qu'on est sur des produits complètement distincts et à ce moment-là, on peut coexister ? Ça se pourrait.
Mais, parce qu'il y a toujours un mais en droit de la propriété intellectuelle, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris, il y a ce qu'on appelle la notoriété des marques. Et la notoriété des marques, ça fait tomber toutes les barrières. Attention, on ne devient pas notoire comme ça du jour au lendemain, c'est du travail de défense de votre marque, c'est du travail d'action contre les contrefaçons, et ce sont des décisions de justice qui finissent par reconnaître la notoriété de votre marque. Donc typiquement, quand votre marque est notoire, vous pouvez vous attaquer à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si demain, vous déposez Coca-Cola pour du carrelage, ça ne va pas passer, vous allez perdre votre marque. Parce que Coca-Cola fait partie de ces marques emblématiques notoires et qui peuvent lutter contre tous les dépôts reprenant leur marque ou ne serait-ce que leur police d'écriture. Il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. Après, dans les produits de consommation courante, on a de très belles illustrations de contrefaçon qu'on trouve notamment en Chine. Donc là, en fait, quand vous êtes consommateur, vous n'allez pas forcément faire attention et vous allez voir finalement les éléments identifiants de la marque. Donc on a un magnifique Châteauréal Latour. Donc en passant vite, on ne voit pas forcément que c'est Châteauréal et Château, mais ça reproduit bien le logo de Château Latour. À côté, vous avez Châteauréal Cheval Blanc en appellation Languedoc. Donc je pense que là, par contre, les connaisseurs doivent un petit peu bondir en voyant ça. Et après, vous avez des choses un peu plus folkloriques où vous pouvez avoir l'étiquette originale. Mais par contre, quand on se penche sur la contre-étiquette, on a une magnifique traduction approximative. Donc j'aime beaucoup à la fin l'astuce santé. Consommation excessive nuisible à la santé. Les femmes enceintes et les enfants ne devraient pas boire. Donc c'est quand même gentil de nous mettre en garde contre ce produit. Mais voilà, vous avez des illustrations extrêmement variées de tout ce qui est possible en termes de contrefaçon et on voit effectivement que l'imagination humaine a assez peu de limites en la matière. Donc, grande question maintenant, comment se prémunir contre la contrefaçon ? Donc, pour se prémunir de la contrefaçon, évidemment, le mieux, c'est de déposer une demande de marque ou de brevet si vous en avez la possibilité. Et cela passe entre autres par le fait de passer en revue les projets sur lesquels vous travaillez à titre personnel ou votre entreprise travaille pour voir ce qu'il est possible de protéger. Ça passe aussi par le fait de sécuriser les échanges avec vos prestataires, donc notamment avec des contrats de confidentialité, plus particulièrement pour les brevets, si vous décidez de développer une technologie et de ne pas faire de dépôt, et de ne pas obtenir le monopole, mais de conserver votre savoir-faire pour vous. Donc, double importance dans ce cas-là. Mais ça passe aussi par la rédaction de contrats, par exemple des entreprises qui décident de travailler en collaboration afin de déterminer qui est propriétaire et qui aura le droit d'exploiter. Parce que un projet collaboratif pour lequel la titularité n'est pas reconnue, vous ne pourrez pas exploiter sans l'accord du titulaire original. Il y a aussi la mise en place d'une veille concurrentielle, notamment pour vérifier ce que les concurrents font et ce qu'ils mettent sur le marché. Notamment parce que même si une entreprise décide de faire un dépôt auprès d'un office, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle va l'exploiter, soit parce que ce n'est pas son domaine d'activité spécifique, c'est quelque chose qu'ils ont développé par exemple. Ils ont trouvé au cours de la recherche, mais ils n'ont pas vocation, mais ils veulent tout de même bloquer les concurrents vis-à-vis de ce point précis. Et donc, c'est à regarder. Ou sinon, pour les marques, entre autres, parce que des personnes peuvent faire des dépôts de marques. Et vu que ça a été précisé tout à l'heure, il n'y aura aucune vérification en France que la marque est disponible. Et donc, dans ce cas-là, il faut tout de même surveiller ce qui est publié auprès des offices pour vous protéger, pour contrecarrer la délivrance de la marque. Il y a aussi la possibilité de contacter les douanes avec une demande gratuite afin d'informer les douanes de votre produit ou votre marque afin qu'ils soient capables d'identifier les potentielles contrefaçons qui passent la frontière. Et donc, ce qui évite qu'ils arrivent sur le marché en France, si c'est pour la France que vous avez un titre. Dans l'éventualité, vous identifieriez un contrefacteur présumé. Donc là, l'idéal, c'est de toute façon d'échanger avec un CPI pour qu'il vous confirme ou pas qu'il y a un certain fondement. Et donc, dans ce cas-là, on peut engager des négociations à l'amiable avec le contrefacteur présumé afin de faire cesser la contrefaçon ou de mettre en place une entente commerciale.
Pour les brevets, ça passe entre autres par la licence en échange d'une rétribution financière pendant le temps de l'exploitation du procédé ou du produit breveté. L'entreprise titulaire perçoit une rémunération. Et dans le cas où il y a divergence d'opinion sur le fait qu'il y ait contrefaçon ou que le contrefacteur présumé ne souhaite pas d'accord, il est toujours possible d'engager des actions en justice, ce qui va de la mise en demeure à l'action devant un tribunal. Et donc, qui dit qu'il faut se prémunir des actes de contrefaçon, dit aussi que même un titulaire peut commettre des actes de contrefaçon. Parce qu'en effet, pour ce qui est des marques, puisqu'il n'y a pas de vérification de la disponibilité, même si vous faites un dépôt et que c'est délivré, vous pouvez tout de même réaliser de la contrefaçon sans le vouloir. Et donc là, un CPI peut vous aider en faisant une recherche d'antériorité et en vous confirmant que la marque est disponible ou non. Et pour ce qui concerne les brevets, si on prend un appareil motorisé qui a fait l'objet d'une demande de brevet, il est possible qu'une partie de l'appareil soit brevetée, comme le moteur ou les roues si elles ont des particularités. Et donc le dispositif global a été breveté et délivré, mais il comporte quand même un autre appareil breveté, il vous faut l'accord. Et donc là, un CPI peut vous aider en faisant une étude de liberté d'exploitation afin de s'assurer que lorsque vous mettez en vente ou que vous utilisez le produit breveté, vous n'enfreignez les droits de personne afin d'éviter tout litige. Et donc, c'est ce en quoi les CPI peuvent vous aider, c'est qu'en fait, on vous accompagne du début de votre projet pour en fait développer votre stratégie, soit par un dépôt, soit par la confidentialité, ça arrive dans les brevets, pour répondre à vos besoins et avoir une stratégie cohérente. Et une fois que vous obtenez votre titre, les CPI continuent de vous aider pour vous assurer que vous puissiez continuer d'exploiter et de développer votre entreprise du mieux possible, donc en évitant les pertes financières liées à la contrefaçon et en évitant de commettre des actes de contrefaçon qui peuvent avoir des répercussions sur votre entreprise. Donc voilà en somme. Et si vous avez des questions un peu plus poussées ou vous souhaitez revenir sur certains points, on est disponible pour répondre à vos questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe après ces 20 ans, une fois que le brevet est périmé, quoi, en fait. Donc une fois que le brevet n'est plus en vigueur, les concurrents ont le droit d'exploiter le produit. Cependant, ils ont en théorie un retard, parce que du coup, vous êtes déjà implanté sur le marché. Par exemple, c'est le cas des médicaments. Je vais prendre les médicaments, vu que je suis de formation chimiste. Pardon. Mais en fait, quand on a un médicament qui est en place sur le marché pendant 20 ans, les gens, et que l'invention est souvent attribuée à une marque, les gens ont l'habitude de ce produit. Et donc même quand les concurrents arrivent 20 ans après, la réputation du dit produit est installée. Mais effectivement, rien n'empêche les concurrents d'exploiter votre invention. Et il faut aussi prendre en compte le secteur d'activité, parce que par exemple, dans des domaines comme la télécommunication, les téléphones, les ordinateurs évoluent très rapidement, alors que comme dans des secteurs comme la pharmacie, les antidouleurs, ça a une durée de vie extrêmement longue. Donc en fait, tout dépend de votre durée de vie. Dans les nouvelles télécoms, il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent de payer les annuités pour leurs brevets bien avant les 20 ans, parce que c'est considéré comme, sur le plan technologique, dérisoire serait un peu méchant, mais obsolète, oui. Et donc voilà. Mais oui, effectivement, au bout de 20 ans, il est libre d'exploitation. Il faut quand même noter qu'il y a des recours. Certaines personnes vont par exemple déposer le produit et au bout de 19 ans vont déposer une demande de brevet relatif au procédé, donc qui était utilisé au sein de l'entreprise et qui était confidentiel, protégé avec des contrats de confidentialité, ce qui fait qu'en fait ils obtiennent un brevet pour le procédé et donc personne n'a le droit de mettre en œuvre le procédé ou
de mettre dans le commerce le produit issu du procédé. Ce qui fait qu'ils arrivent à prolonger d'une vingtaine d'années une nouvelle fois la protection. Mais il faut être ingénieux et c'est pas toujours évident si un CPI n'est pas là pour voir ce qui est possible en fonction de ce qui a déjà été fait, ce qui a fonctionné. Merci. Merci. Bonjour. Donc, avec le brevet, donc il y a les annuités. Dès l'instant où on arrête les annuités, le brevet perd son titre de monopole. Enfin, il n'est plus monopole. En fait, à partir de on fait un dépôt, on paye les annuités à partir de la 3e année et on doit les payer chaque année avec une tolérance. Ça change en fonction des pays, mais en France et en Europe, on peut avoir jusqu'à 6 mois de retard avec une surtaxe pour payer, dans l'éventualité où le titulaire a du retard. Mais et il y a une procédure en cas, dans l'éventualité où le titulaire n'a pas pu payer pour un motif tel que accident de voiture, coma, grave, cas de force majeure, oui. Donc il a encore un délai d'1 an au cas où. Mais oui, effectivement, une fois que les annuités ne sont plus payées et qu'il n'y a plus d'option juridique pour renouveler le brevet, oui, il est perdu définitivement. D'accord. Merci. Donc, voilà. Une autre question ? Je rebondis sur votre question sur la fin du brevet. Pour les marques aussi, il y a un délai de grâce de 6 mois lorsqu'on ne procède pas au renouvellement. Il faut savoir que les offices ne vous rappellent pas le délai de renouvellement. Donc comme ça dure 10 ans, je vous mets au défi, qui que vous soyez, en déposant vous-même votre marque, de vous rappeler le jour pile dans 10 ans où il va falloir renouveler votre marque. Donc les conseils, nous on a une responsabilité par rapport à ça lorsqu'on assure la gestion de vos marques. Et si on ne renouvelle pas votre marque, évidemment, notre responsabilité est engagée avec toutes les dommages et intérêts que ça peut engager. Donc on n'a pas intérêt à oublier, mais on a des logiciels qui sont faits pour ça. Et de même, une chose que l'on croit à tort, en France, l'usage de la marque ne crée pas de droit. Parce qu'on se retrouve souvent contacté par des clients qui nous disent « Mais attendez, moi j'exploite depuis 50 ans, peut-être pas 50 ans, j'exagère. Lui, il vient de déposer sa marque et moi je veux l'empêcher. » Mais l'usage ne crée pas de droit en fait. Donc éventuellement, vous allez pouvoir essayer de lutter sur le terrain de la concurrence déloyale si vraiment on est sur le même secteur, etc. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'aux États-Unis, ils sont ce qu'on appelle le common law, qui est plutôt un droit pratique, alors que nous, en Europe, c'est plutôt un droit prétorien. Et aux États-Unis, l'usage peut créer le droit, mais en France, pas du tout. Donc attention à ça. Il n'y a pas d'annuité pour la marque. Non, la marque, ça coûte moins cher que le brevet parce qu'on paye une fois pour 10 ans. Chacun vend sa sauce.